Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui à la base aurait dû être uniquement une story Instagram mais qui finalement s'est révélée en fait être tellement riche comme question et surtout tellement demandante de précision et de nuances que j'ai pensé et que vous avez aussi pensé d'ailleurs que en faire une vidéo YouTube ce serait plus pertinent puisqu'aujourd'hui j'avais envie qu'on parle et vous aviez apparemment aussi envie d'information, de comment s'informer, de comment en fait s'éduquer aux médias, comment tout simplement accéder à une information fiable qui vous donne une pluralité de vision, ne vous coûte pas trop cher, ne vous fait pas crouler sous l'information et vous permet tout simplement d'y voir clair dans un monde tellement connecté et tellement riche, tellement multimédia que ça peut être très difficile de s'y retrouver. Ma vidéo d'aujourd'hui elle a vraiment pour but de se placer dans une position de grande humilité qui est de dire que je ne suis pas qualifiée, que je ne suis personne pour vous dire voilà comment vous devriez vous informer, voilà les médias que vous devriez lire et ceux que vous devriez absolument éviter, voilà ce que vous devez croire et voilà ce que vous ne devez pas croire, voilà les bonnes choses et les mauvaises choses et de faire du prêchi-prêcha. Donc mon idée c'est pas de dire voilà ce qui est bon, voilà ce qui est mauvais, mais c'est de proposer des pistes et de dire comment est-ce que moi je me retrouve dans ce monde là des médias. Je parle aujourd'hui d'une perspective qui doit être dans l'humilité parce que la connaissance des médias, la connaissance de l'information n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend et ça fait complètement partie du capital culturel. C'est quelque chose qui va nous être transmis par notre cadre familial, par les écoles ou les professeurs dans la mesure où c'est vraiment une éducation et il faut avoir une éducation aux médias pour s'y retrouver, pour comprendre, prendre ces habitudes-là et avoir ces réflexes-là. Et donc c'est très important pour moi de vous dire que je ne suis pas là pour donner des leçons, pour dire bah voilà, moi je suis trop forte, je suis hyper intelligente et je suis super à l'aise et tout ça c'est uniquement parce que je suis trop forte et j'ai un gros cerveau. Pas du tout. Tout ça c'est parce que je suis née dans une famille avec un fort capital culturel qui a eu à cœur de me transmettre ces codes-là et de m'apprendre à avoir ces réflexes-là. Donc c'est la raison pour laquelle aussi je suis très à l'aise avec ces choses-là, ces questions-là et que je les maîtrise et que je m'y retrouve. Après avoir dit ces choses-là qui me semblent quand même hyper importantes de préciser, je vous propose d'abord de commencer en faisant un état des lieux qui est très simple et qui est évident et qui est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous ont eu beaucoup de questions quand j'ai proposé de faire cette story à la base, qui était qu'en fait il y a énormément de possibilités de médias et de billets d'information qui sont extrêmement variés. Une des premières choses qui souvent peut revenir, c'est qu'on a tendance à vouloir, et c'est assez pertinent, classifier les médias français en fait sur un espèce de spectre politique, puisque évidemment, je dis français mais en fait à l'international, les médias en fait ont des orientations politiques qui sont liées à la ligne directrice de leur ligne éditoriale. Si je prends 4 grands quotidiens majeurs français, il faut savoir qu'on a à l'extrême gauche l'Humanité, à gauche nous avons Libération, une gauche plutôt libérale et progressiste, Le Monde, à droite on va avoir Le Figaro et j'ai pas en tête un quotidien d'extrême droite là tout de suite. Et au même titre, la presse française elle a au niveau des hebdomadaires des positions, alors des positions qui sont dites historiques et qu'en fonction de votre façon d'envisager le spectre politique et de vos valeurs sur l'échiquier politique, vous n'allez pas forcément être extrêmement d'accord avec la position, mais elle fait sens dans une certaine lecture des choses. Valeurs actuelles est à l'extrême droite, Le Point est à droite, Le Nouvel Observateur est plutôt historiquement à gauche, au même titre que Marianne, bon ça se discute. Comment est-ce qu'on peut savoir où est-ce que le média se positionne sur l'échiquier politique? Et c'est une question qui est pertinente parce qu'il faut savoir d'où parle le média. Est-ce que le média a des billets? Et oui forcément, et on y reviendra après. Donc comment est-ce qu'on peut savoir? Alors moi ce que je vous recommanderais déjà c'est de taper ligne politique nom du média parce que parfois il y a des articles qui ont été faits. Encore une fois ils sont pas toujours exacts parce que ça dépend en fait la valeur que l'on donne à tout simplement la position gauche-droite qui est quand même assez binaire et qui permet relativement peu d'avoir des nuances. Donc moi aussi ce que j'irais vous proposer de faire c'est de stalker sur les réseaux sociaux les journalistes et les rédacteurs du média pour voir tout simplement qui est-ce qui follow sur les réseaux sociaux, quelle est la teneur de leurs tweets, quels sont leurs collaborateurs, quels sont les sujets qu'ils semblent défendre en tant que citoyens, etc. Ça vous permet quand même de vous y retrouver pas mal. Et puis également je vous recommanderais d'aller lire les articles qu'a produit ce média-là sur des sujets dits un peu touchy, genre le féminisme, les violences institutionnelles, le racisme, enfin toutes ces questions sociales qui permettent aujourd'hui vraiment de facilement démêler en fait la position politique d'un média, sachant qu'il y a des mots comme ça que vous allez pouvoir retrouver dans un article et qui sont quand même des indicateurs un petit peu d'une position plus ou moins progressiste et d'une vision plus ou moins tout simplement positive sur telle ou telle question ou tel mouvement. La disposition politique d'un média elle est importante pour comprendre ce média, c'est pas du tout la seule chose qui compte puisqu'il faut déjà savoir que il y a des médias qui sont dits traditionnels, c'est ceux que je viens de citer, et des médias plus alternatifs qui sont des nouvelles formes de médias et qui proposent un contenu un peu différent ou qui va subvertir les codes traditionnels des médias. Au même titre que au sein donc de cette grande séparation, vous avez évidemment la séparation qui pour moi joue encore plus que presque la séparation gauche-droite, relativement peu s'en cacher de sa ligne directrice, c'est-à-dire c'est très compliqué de prétendre qu'un Valeurs Actuelles n'est pas d'extrême droite au même titre qu'un L'Humanité n'est pas d'extrême gauche. Une façon de comprendre un peu les enjeux au sein
sein des médias qui est beaucoup plus subtile et sournoise, c'est tout simplement la différence entre les médias indépendants et les médias qui appartiennent à des groupes. Puisque évidemment quand un média a un investisseur puissant, qui a de l'argent, qui a un impact politique, évidemment que ce média, même s'il se doit d'être juste, de répondre au code de la déontologie du journalisme, il n'empêche qu'il y a des enjeux de pouvoir, des enjeux de domination et des enjeux tout simplement qui se jouent. Je vous mettrai en barre d'infos un spectre qui a été réalisé par le Monde diplomatique et qui vous présente en fait tout simplement tous les médias français et qui vous montre qui possède quoi. Par qui j'entends des gens qui font partie du classement challenge des plus grandes fortunes françaises et également des milliardaires étrangers qui figurent dans le classement Forbes 2019. Donc ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent et si vous tapez leur nom sur internet vous verrez ce qu'ils possèdent également et c'est intéressant pour moi parce que ça permet quand même de comprendre d'où parlent les médias et quels sont les enjeux qui peuvent croiser leur tout simplement première déontologie qui est celle du journalisme. Quand je vous ai posé la question de savoir ce qui vous posait problème ou ce qui vous questionnait dans votre rapport aux médias, beaucoup d'entre vous m'ont dit je n'arrive pas à trouver un média objectif, j'ai l'impression que les médias sont toujours situés, c'est compliqué d'avoir une information stable, etc. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que en fait qu'on se le dise, l'objectivité, la neutralité en journalisme est impossible, ça n'existe pas. Un média, un journaliste, quelqu'un est forcément situé. C'est quelque chose qui est très compliqué à admettre parce qu'on a une vision du journaliste qui devrait être dans l'objectivité parfaite et le rapport des faits, mais le rapport des faits est déjà le fait de prendre position. Quels faits est-ce qu'on rapporte? Comment est-ce qu'on les rapporte? C'est déjà prendre position. On est tous situés. Le journaliste n'efface pas le fait qu'il est citoyen avant tout quand il va écrire un article, le choix de ses sujets, la façon dont il va les traiter, les témoins qu'il va choisir, la façon d'envisager le monde va tout simplement transparaître dans son article et c'est pas grave parce que c'est tout simplement une réalité qui est ineffaçable. On ne peut pas se retirer d'une forme de subjectivité. On peut écrire quelque chose et vouloir sourcer ce qu'on raconte, être sûr d'avoir bien vu ce qu'on dit écrire, mais cela ne veut pas dire qu'on se retire d'une forme de subjectivité. Vous ne trouverez jamais une information parfaitement neutre, ça n'existe pas parce que vous-même en tant que lecteur, vous n'êtes pas neutre, vous êtes citoyen avant tout. Et c'est la raison aussi pour laquelle il faut se méfier des expressions de médias et de journalistes militants qui pour moi sont faussées dans la mesure où ce sont toujours pour les mêmes types d'engagement entre guillemets que certains journalistes et certains médias sont qualifiés de médias et de journalistes militants. Plein de journalistes ont des positions politiques très fortes et défendent des modes de fonctionnement de société hyper politiques et ils ne se font pas qualifier de journalistes militants. À partir du moment où les personnes qui prennent en charge ces travaux-là se positionnent plutôt dans des valeurs de gauche ou dans des positions politiques qui reflètent des envies de société de gauche, on va les qualifier de militants, alors que un journaliste qui va parler d'une position qui en fait est clairement de droite va juste être qualifié de journaliste sans vouloir jeter des gens au lion. Pas trop pourquoi un Gaspard Glan serait plus militant qu'une Eugénie Bastier en fait. Je vois pas pourquoi, tout simplement, puisque ce sont des gens qui défendent tous les deux et en plus pas de la même manière du tout, portent tous les deux des valeurs politiques, donc je vois pas pourquoi il n'y aurait qu'un qui serait qualifié de militant et l'autre pas. Si le militantisme c'est se positionner politiquement parce qu'on existe dans l'espace politique en tant que journaliste, alors je pense que tous les journalistes sont des journalistes militants. Je trouve que c'est totalement faussé et que ça permet pas d'y voir clair et de s'y retrouver objectivement. Je laisserai de côté ces expressions qui pour moi sont biaisées. Et du coup, comment est-ce qu'on peut choisir ses sources d'informations à partir de ce constat-là? Alors déjà, d'un pur point de vue personnel, il faut adhérer à un ton et à une façon de traiter l'actualité. Ça veut pas dire ne lire que ce média ou s'enfermer dans des médias qui reflètent le ton que l'on apprécie, mais je trouve que c'est complètement nul d'avoir envie de lire de tout, même des médias qui ne nous parlent pas du tout, auxquels on n'adhère pas du tout. Quand je dis ça veut pas dire politiquement, ça veut aussi dire des médias qui seraient reconnus comme des médias sûrs, des grands médias. Si c'est un ton auquel vous n'adhérez pas, il n'y a pas de raison que vous vous forciez à lire. Moi, on n'arrive pas à construire un rapport quotidien à l'actualité si on ne trouve pas son compte dans la façon dont le média nous parle. Il y a des médias qui vont être dans un rapport assez direct au lecteur, qui vont avoir un côté un peu de vous à moi, presque tutoiement, etc., à s'adresser directement à la caméra, ou si c'est de la vidéo, ou avoir un ton assez personnel. Et on va avoir des médias qui vont être beaucoup plus froids et distants par rapport à leur public. Également, ça dépend de la façon de traiter. Est-ce que c'est des figures journalistiques qui existent assez fortement, qui ont des personnalités et qui vont parler de sujets, alors on se doute un peu de quelles sont leurs spécialités, ou est-ce que ça va être des journalistes qui vont tout simplement s'effacer un peu au profit de la structure générale du média, du sujet de l'article. Ce sont deux façons différentes de se comporter et je pense que c'est important de s'y retrouver tout simplement dans le ton du média qu'on suit. Alors la première chose que je vous proposerais évidemment de faire, ce sont de télécharger les applications gratuites des grands médias comme Le Monde, France Info, Libération, Le Figaro. Ça peut être intéressant si vous êtes dans ce truc un peu veille de presse d'avoir justement plusieurs applications de différents grands médias français et d'avoir les notifications activées, puisque quand un événement va se dérouler, vous allez avoir la notification pour l'événement des 4 médias et comparer la façon dont en une brève chaque média
média vous présente le fait, ça peut être intéressant de comprendre justement quelle est la position politique du média et comment est-ce que pour le même fait, par exemple la mort de quelqu'un, eh bien le Figaro ne va pas la présenter sous la même manière ou ne va pas décrire la personne de la même manière que Libération par exemple. La deuxième chose que je vous recommanderais de faire, c'est de suivre les journalistes sur les réseaux sociaux. Moi, c'est la meilleure façon, je trouve, de s'informer en sortant du cadre je suis un média et sa ligne directrice, mais de suivre des personnalités. Ça peut justement plus vous correspondre. Vous pouvez sur Twitter créer des listes, c'est-à-dire choisir des gens que vous suivez et en allant sur la liste, une forme de sous-timeline où vous n'allez avoir que les tweets des gens que vous avez ajoutés à cette liste-là. Ça peut être cool de choisir, de créer une liste journaliste et d'avoir donc une timeline dédiée à l'information. Au même titre qu'il y a des gens qui ont déjà créé des listes de journalistes et vous pouvez aller les suivre. Évidemment, avant de follow un journaliste, savoir dans quel média il travaille et s'il a des engagements personnels en tant que citoyen. Ça veut pas dire que s'il ne le dit pas, il n'en a pas, mais ça peut être intéressant de voir que tel journaliste, par exemple, est ouvertement adhérente à Prenons la Une, qui est une association qui milite pour l'égalité de genre au sein des médias. Également, vous pouvez, au-delà des journalistes, aller suivre sur les réseaux sociaux des gens qui réagissent et partagent pas mal l'actualité sur les réseaux sociaux, qui la commentent de façon pertinente et qui font clairement de la veille, en sachant d'où ils se situent évidemment et en regardant si ces gens partagent des infos fiables et vérifiées. Je suis pas mal de gens qui sont des gens qui sont plutôt connectés à l'information, qui réagissent pas mal. Évidemment, en étant conscient que c'est une information de bulle, puisque les gens que je suis vont probablement plutôt réagir à des sujets qui soit vont les choquer, soit des sujets auxquels ils vont adhérer, donc forcément j'aurai beaucoup d'informations liées au féminisme, aux questions sociales, aux questions de culture, etc. et peut-être beaucoup moins par exemple à l'économie. Je vous recommanderais aussi d'aller diversifier au maximum les formes de médias, au même titre que chacun a sa façon de réviser. Est-ce que vous êtes plutôt auditif, est-ce que vous êtes plutôt visuel? En fait pour l'information c'est exactement la même chose. Est-ce que vous allez être plus sensible à vraiment du journal papier, rédigé, vraiment classique, ou est-ce que vous allez plutôt être même sensible plutôt à la lecture sur écran, sur la version numérique de ces médias? Est-ce que vous êtes plutôt vidéo? À ce moment-là, vous allez pouvoir peut-être vous y retrouver plus sur YouTube par des gens qui produisent de l'information vidéo ou justement sur les chaînes YouTube de médias, ou est-ce que vous allez même être plutôt sonore? Alors il y a des podcasts, ça fonctionne très très bien. Je pense par exemple au podcast Programme B de Binge Audio, qui est un podcast quotidien d'actualité qui dure 20 minutes et qui vous propose un focus sur un fait d'actualité par jour. Ça peut être une très bonne façon de s'informer. Et vous avez de très 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 nombreux podcasts d'information. Encore une fois, c'est une question de ton, c'est une question de focus, et c'est à vous de tester, de voir ce qui vous parle. Également, ça peut être intéressant de se demander comment est-ce que vous avez envie de recevoir l'information. Est-ce que vous êtes plutôt dans une perspective de recevoir l'information tout au long de la journée via des notifications, via une application qui vous enverrait des propositions d'articles, ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à vouloir vous poser 1 heure le matin ou 1 heure le soir, ou moins, je dis 1 heure, mais genre vous faire une vraie pause, genre information dans la journée, et lire un quotidien, lire une proposition journalistique complète. Si évidemment vous vous sentez dépassé par la masse d'informations, et je pense que c'est une vraie réalité, n'hésitez pas à vous retirer des formats de notification et à vous concentrer sur par exemple les réseaux sociaux des médias qui vont vous proposer des brèves illustrées, des stories ou ce genre de choses. En fait, comme je vous le dis, si une forme d'information commence à vous peser, à vous saouler, allez voir ailleurs. Retirez-vous même pendant 1 mois des médias traditionnels et n'écoutez que du podcast, parce que c'est beaucoup plus posé, c'est beaucoup plus souple, et ça veut pas dire que vous ne suivrez rien, parce que avec d'un côté les gens que vous suivez sur les réseaux sociaux, d'un autre côté quand même le fait que vous suiviez l'Instagram du monde, il y a toujours moyen quand même de voir les choses passer, et dès que quelque chose va vous interpeller, creusez. Mais ne vous forcez pas si vous voulez à aller faire de la recherche profonde dans tous les sujets qui sortent tous les jours, parce que c'est impossible. Il faut en fait arriver à se dire que c'est ok d'avoir des sujets de prédilection et de finalement ne pas être au point sur tout, loin de là, que de toute façon ça prend beaucoup de temps de s'éduquer complètement aux médias, d'arriver à prendre une vraie habitude d'information et de pouvoir tout simplement arriver à avoir une culture généraliste de l'actualité qui n'est pas du tout quelque chose d'évident et qui demande évidemment du temps, de l'énergie, de l'investissement, et ce n'est pas du tout quelque chose qui sort comme ça du chapeau, bien au contraire, et il faut ne pas du tout se blâmer parce que c'est pas du tout simple, c'est pas du tout évident, et ce serait beaucoup trop facile s'il suffisait de bien lire toutes les petites notifications des applications qu'on reçoit pour tout simplement vraiment s'y retrouver. C'est plus compliqué que ça, et c'est pas grave justement de galérer un peu ou carrément beaucoup. Les médias étrangers également sont vraiment quelque chose que je préconise, que je trouve extrêmement intéressant et extrêmement enrichissant. Je pense déjà que c'est très important de pouvoir entendre parler de l'actualité internationale dans les journaux qui traitent de leur propre pays, et également d'entendre parler de l'actualité internationale par une autre vision que celle de la France, et également d'entendre parler de l'actualité française à l'étranger. Je pense que c'est autant intéressant dans un sens que dans l'autre. Donc évidemment je peux vous recommander des médias. En Espagne je vous recommanderais El País, qui j'ai envie de dire est un peu l'équivalent du Monde. Vous avez en Angleterre The Guardian, plutôt Labour, centre-gauche, gauche progressiste. Vous avez aux États-Unis le New York Times, qui est mon média américain préféré et dont je vous reparlerai un petit peu après. Vous avez également le Washington Post, qui fait un excellent travail, mais il faut le savoir par exemple qui a été racheté par Jeff Bezos, le patron d'Amazon, mais qui fait un très bon travail et qui met beaucoup plus en avant les personnalités journalistiques françaises que la France elle-même, puisque je crois que c'est Rokhaya
Bea Diallo, qui a été récemment sélectionnée pour écrire au Washington Post pour la grande qualité de son travail sur les questions de race. Je trouve que c'est quand même assez, par exemple, très révélateur justement de la façon dont certains journalistes en France sont extrêmement stigmatisés et qui sont honorés pour le travail qu'ils fournissent à l'étranger. Et puis évidemment, moi là je vous ai parlé des médias qui sont dans les langues que je maîtrise. Évidemment, si vous parlez allemand, je ne saurais pas prononcer le nom du média que j'ai noté. Vous pouvez suivre des médias allemands si ça vous intéresse, au même titre que vous pouvez suivre des médias qui sont hispanophones mais qui ne sont pas espagnols, donc d'Amérique du Sud évidemment. Vous pouvez suivre des médias asiatiques. Pareil, si vous maîtrisez la langue arabe, vous pouvez évidemment lire des médias arabophones. Donc au plus vous pouvez vous informer, au mieux c'est. Et si vous ne parlez pas beaucoup de langues étrangères, vous pouvez évidemment suivre Courrier International, dont le taf tout simplement de traduire et de proposer en français des articles de l'étranger. Et donc je vais enfin vous parler de moi, de mes conseils, de mes préférences. Déjà, un conseil que vous m'avez transmis, c'est le fait qu'il existe des plateformes d'abonnement qui regroupent plusieurs médias, comme par exemple Caféine, SFR Presse et Kiosque, qui permettent de faire beaucoup d'économies parce qu'ils permettent de s'abonner et de pouvoir avoir accès en illimité à des médias, des versions en ligne de médias. Vous avez également des partenariats entre abonnements. On m'a par exemple dit que Caféine était inclus dans l'abonnement MyCanal et que certains opérateurs peuvent inclure dans les forfaits tels que SFR avec SFR Presse. Donc n'hésitez pas à regarder ce qui vous est proposé par rapport aux abonnements que vous avez déjà ou que vos parents ont déjà, évidemment, si vous avez la chance d'avoir des parents qui eux sont abonnés à ces services-là, de pouvoir potentiellement les partager comme vous partageriez un compte Netflix ou un compte Amazon Prime. Au même titre qu'entre amis, vous pouvez investir. Également, je vous indique que votre université, si vous êtes scolarisé, si vous êtes à l'université, vous permet très probablement avec votre ENT, accéder à Europress ou à des services qui vous permettent d'accéder gratuitement aux articles. Après, c'est pas hyper pratique parce que justement t'as un peu envie de pouvoir vraiment te balader sur le site sans avoir à tout le temps repasser par l'ENT, mais pour un article précis ou ce genre de choses, ça fonctionne vraiment plutôt pas mal. Faut aussi savoir que beaucoup de médias ont des abonnements qui sont très peu chers pour les étudiants. Alors très peu chers, je dis ça d'une perspective où je sais que pour plein d'étudiants, 1 ou 2 euros par-ci ou par-là, ça peut faire complètement la différence. Je ne vais pas prétendre le contraire. Je vous indique juste que si vous en avez les moyens mais que vous n'avez pas forcément envie de payer l'abonnement le plus cher, vous avez probablement une façon de le payer moins cher. Je vais donc terminer par vous dire ce que moi je consulte. Alors au niveau de l'information de papier, comme je vous l'ai dit, chez moi on est très attaché à l'information, on lit beaucoup de presse. Donc je reçois tous les soirs chez moi Le Monde, Libération, je reçois aussi à la semaine Télérama, Le Nouvel Observateur, Aime le Monde, Voici, Elle, et le week-end on reçoit le JDD, donc le journal du dimanche. Donc pour le coup je vais pas prétendre qu'il n'y a pas déjà chez moi une ultra connexion média puisque j'ai tout le temps de la presse sous la main. Après moi je suis pas hyper fan de la presse, le journal papier n'est pas un support que moi j'apprécie particulièrement pour lire. Par contre j'adore les magazines. Du coup je suis plus sensible, enfin ça fonctionne mieux pour moi les versions en ligne. Donc du coup attendez, je vais vous dire exactement ce que j'ai. J'ai donc l'application de France Info, donc je vous insérerai des images qui est vraiment l'information du service public. Il y a vraiment des informations, des brèves quotidiennes, des chiffres, des trucs comme ça. Moi je fais confiance à l'information du service public, ça n'engage que moi évidemment. J'ai aussi l'application du Monde que je trouve bien parce qu'elle est précise, elle est fiable exactement comme pour moi France Info. C'est deux médias auxquels j'ai confiance, dont je connais les limites. Je trouve que la qualité journalistique du Monde est excellente et que c'est très bien. Ce sont toujours des articles qui sont extrêmement bien écrit, extrêmement bien travaillé, et donc c'est vraiment un média que j'apprécie beaucoup. Je lis également de l'indépendant. Alors le journalisme indépendant pour moi c'est très important. En France vous avez pas mal de journaux indépendants, moi je pense particulièrement Mediapart qui est un peu genre le gros média indépendant. Personnellement moi j'ai un abonnement à Mediapart qui me permet d'accéder tout simplement à l'information. Ce sont toujours des articles d'extrêmement bonne qualité qui font vraiment lumière sur des sujets très importants. Ça parle de beaucoup de choses que je trouve toujours extrêmement pertinentes. C'est toujours des enquêtes qui viennent toucher à des sujets qui moi m'intéressent beaucoup, et je vais pas mentir, la position politique de ce média me parle et je la respecte, donc c'est pour ça que je suis abonnée parce que j'ai envie de les soutenir. Vous avez également Les Jours qui est un autre excellent média indépendant qui va plutôt traiter l'information sous une forme d'histoire, et je trouve que c'est une autre façon d'accéder à l'information qui peut être très pertinente si ça vous correspond plus. Vous vous en doutez, qui dit média indépendant dit média forcément payant, parce que comme le média n'a pas de fonds d'investisseurs privés pour exister, il existe sur les abonnements de ses abonnés. C'est toujours un peu la même question comme avec la culture en fait, qui est que évidemment moi je suis convaincue qu'on devrait tous pouvoir accéder à du journalisme indépendant de qualité. Je suis convaincue qu'on devrait tous pouvoir accéder à de la musique gratuitement. Je suis convaincue qu'on devrait tous pouvoir accéder à des films gratuitement parce que la culture ne devrait pas être réservée à ceux qui peuvent se la payer. Néanmoins malheureusement on vit dans une société, oh my god, on vit dans une société, on vit surtout dans un système politique avec des décisions de politique publique qui ne permettent pas tout simplement cet accès là. Je ne ferai jamais la morale à
des gens qui n'ont pas les moyens d'accéder à la culture, de faire en sorte de trouver des moyens gratuits d'y accéder. Au même titre que je reproche pas du tout aux gens de ne pas être abonnés à des médias indépendants s'ils n'ont pas les moyens. It makes no freaking sense. Mon propos c'est juste de dire que si vous avez les moyens de mettre 50 centimes ou 1 euro quelque part par mois, et si ça vous intéresse et si vous en avez envie, ça peut être intéressant de s'abonner au Jour ou à Mediapart ou à un média indépendant. Vous avez aussi Street Press qui est un très bon média indépendant. Vous pouvez soutenir pour le coup ponctuellement et qui est un média totalement gratuit lui, mais que vous pouvez soutenir ponctuellement. Et je pense voilà que ça peut être un investissement au même titre que de donner à une association, c'est la même chose. C'est faire un travail citoyen et un peu politique et militant aussi, de décider de vouloir soutenir un média plutôt qu'un autre. Donc voilà, quelle autre application j'ai Télérama que j'ai parce que sur leur application ils proposent en fait plusieurs contenus en fait et qui mettent à la une qui sont des choses qu'ils vous proposent de regarder, d'écouter ou de consommer et je trouve que ça fonctionne bien. C'est de la sélection culturelle et je trouve ça cool. C'est une bonne application qui je trouve justement ne vous fait pas crouler sous l'info mais qui vous préserve plutôt pas mal. Et enfin je suis très addict non j'abuse au New York Times qui est mon média étranger préféré, mon média américain préféré. Donc c'est un média qui se positionne ouvertement plutôt libéral, donc plutôt progressiste, qui a des engagements politiques assez forts en fait, mais qui reste un média de très grande qualité, qui fait un très bon travail journalistique. Il faut savoir que le New York Times est un média payant, vous pouvez pas accéder gratuitement au New York Times sur votre application, mais je crois que pour les étudiants c'est 50 centimes par mois. Encore une fois, c'est si vous en avez la possibilité. Après je pense qu'avec justement votre ENT, si vous êtes étudiant, vous pouvez y accéder probablement gratuitement. Si vous décidez de prendre un abonnement au New York Times, qu'est-ce que je vous recommande? Je vous recommande déjà de prendre le temps d'aller vous promener dans For You, qui donc sont les sélections d'articles pour vous, et d'aller sélectionner dans votre paramètre les sujets qui vous intéressent pour avoir une vraie sélection d'articles qui vous intéressent. Je vous recommande également d'activer votre petite notification pour ce qui s'appelle le Morning Briefing, qui donc est tous les matins une petite notification qui vous propose tout simplement d'accéder à un briefing d'informations qui vous prend 5-10 minutes à lire sur l'information internationale du jour en anglais, c'est super bien. Vous pouvez également écouter The Daily qui est le podcast quotidien du New York Times et qui dure une trentaine de minutes et qui vous fait un focus à l'oral sur un sujet. C'est un excellent podcast, toujours très bien documenté avec des invités toujours très intéressants. Donc voilà, je vous recommande vraiment beaucoup le New York Times. Si vous hésitiez, je vous le recommande vraiment. Donc voilà pour ma vidéo que je crois que j'ai terminé, je crois que j'ai fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler, des choses que vraiment je voulais vous transmettre par rapport à l'information qui est un sujet qui me passionne. N'hésitez pas vous à me donner en commentaire les médias que vous suivez, comment vous vous y retrouvez, quel est votre rapport aux médias, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous n'êtes pas du tout intéressé par l'actualité, comment est-ce que vous vous informez. N'hésitez pas à me parler, moi ça me fait toujours très plaisir d'en savoir plus avec vous. L'objectif avec tout ça c'est vraiment de vous dire que ce qui vous permet d'avoir accès à une bonne information c'est déjà l'information mais c'est surtout votre regard sur celle-ci et le fait de se construire un regard critique et c'est pas évident et ça prend du temps. Vous mettez pas la pression surtout et restez conscient que l'information n'est jamais neutre et que vous non plus en tant que lecteur et que c'est votre regard critique à vous et votre capacité à justement lire différentes choses qui va vous permettre d'y voir clair. J'espère que la vidéo vous a plu en tout cas et je vous propose qu'on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo que je suis en train d'écrire à l'heure actuelle, donc promis elle va exister. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao.